Nous poursuivons notre chapitre de géographie, notre thème 1, la France, un territoire sous influence urbaine. Nous avons vu précédemment que la population française est de plus en plus urbanisée, c'est-à-dire qu'elle vit de plus en plus dans les villes, dans les aires urbaines. 80% de la population, avons-nous dit, vit dans les aires urbaines aujourd'hui. Qu'advient-il de l'espace rural? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans le début de cette suite. Trois types d'espaces ruraux peuvent être identifiés. Le premier, c'est le rural périurbain. Alors, nous avons évoqué précédemment ce qu'est l'espace périurbain, c'est-à-dire un espace urbain qui se développe à la périphérie lointaine des grandes agglomérations. Et l'exemple de Tollet va nous permettre de reprendre ce que nous avons pu dire justement sur cet espace périurbain. Alors, première caractéristique de l'espace périurbain, c'est qu'il est intégré aux agglomérations par les axes routiers. Ici, on voit bien la voie express. On remarque également la présence très importante de l'espace rural à travers les parcelles, les champs, les élevages, les exploitations agricoles, le bourg de Tollet qui s'est étendu et qui aujourd'hui se développe avec de nouveaux lotissements. Ces lotissements sont des lotissements pavillonnaires où la population désormais cherche à avoir une maison individuelle avec un jardin et cherche à vivre également au calme à proximité de la campagne, loin des centres-villes. Alors c'est une donnée qui est importante parce que elle est une caractéristique aujourd'hui de ce qu'on appelle les classes moyennes de la société française, le souhait d'avoir la propriété individuelle, un jardin, mais ça s'explique aussi pour des motifs financiers. Nous avons ici des terrains dont les prix sont nettement moins chers que dans les grandes agglomérations, que dans les villes-centres. Et donc, c'est beaucoup plus accessible financièrement pour une bonne partie de la population. C'est une des raisons de l'extension du périurbain. Alors, on retrouve ici avec l'exemple de Plabennec les mêmes caractéristiques que nous venons d'évoquer pour Tollet, c'est-à-dire une ville qui est située dans un espace rural, petite ville qui ne cesse de s'étendre. On le voit ici le long des axes, des petites routes. Et on voit que les lotissements grignotent petit à petit l'espace rural. Alors si on prend la carte de l'agglomération, enfin la photographie aérienne de l'agglomération brestoise, on prend conscience de l'importance des voies de communication dans l'extension de ces agglomérations. L'agglomération brestoise est étendue certes, mais c'est sa sphère d'influence qui, grâce à ces voies routières, est de plus en plus importante. Plabennec aujourd'hui est clairement dans la sphère d'influence de l'agglomération brestoise. Ses habitants vivent certes à Plabennec, mais travaillent pour l'essentiel, pour la plupart d'entre eux, dans l'agglomération brestoise ou dans la ville-centre. Les voies de communication permettent les allers-retours quotidiens, ce qu'on appelle les migrations pendulaires, entre leur lieu de résidence et leur emploi. Bon, par ailleurs, on voit que Plabennec est bien dans un espace à dominante rurale. Espace à dominante rurale, que l'on revoit ici sur les côtés de cette photographie aérienne. À nouveau ici, alors l'échelle est plus grande, enfin l'échelle, disons que l'image a été agrandie, et on voit ici un lotissement récent, typique de ce qu'est le périurbain. C'est-à-dire des maisons individuelles, des rues en forme circulaire pour la plupart, des jardins, donc de la verdure, et puis l'espace rural qui est juste à proximité, qui est grignoté petit à petit par l'extension de ces lotissements pavillonnaires. Alors à quoi ressemble-t-il? Eh bien on va voir ici les photographies de ce lotissement, donc des maisons récentes, qui se construisent les unes à côté des autres, sous forme de lotissement donc. Et ici sur le côté, on voit la proximité d'un champ. Voilà. Donc, espace rural périurbain, c'est la première catégorie d'espaces ruraux. Il y en a une deuxième, ce sont les espaces ruraux dynamiques. Alors, ils sont ruraux au sens où ils n'ont rien à voir avec l'espace urbain, mais ils sont dynamiques. Et le premier d'entre eux, c'est les espaces agricoles productifs. Alors, c'est le cas de production agricole qui se porte bien sur les marchés mondiaux. C'est le cas, par exemple, de la céréaliculture ou de la vigne.
Ils sont productifs de richesse, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Ce sont souvent des cultures extrêmement modernisées. Un autre facteur de développement, c'est le tourisme vert en particulier, on le voit ici avec l'exemple des gîtes ruraux. La Bretagne est un exemple, il y a d'autres régions qui ont beaucoup développé les gîtes et qui ont mis l'accent sur ce qu'on appelle le tourisme vert, c'est-à-dire un tourisme de promenade, un tourisme qui est un tourisme de visite, un tourisme très axé sur tout ce qui est ressources locales, patrimoine également. Mais il y a également la valorisation d'espaces ruraux dans le but de créer des espaces de type récréatif, des espaces de loisirs pour les citadins. On le voit ici avec l'exemple de l'Acrobranche. Le troisième type d'espace rural que nous pouvons identifier, c'est l'espace rural fragile. Fragile parce qu'isolé, isolé parce que loin des grandes agglomérations ou mal relié à ces mêmes agglomérations. Du coup, nous avons ici des espaces qui sont dépeuplés, qui sont en déprise, c'est-à-dire à la limite de l'abandon. Alors au départ, les sols n'étaient pas forcément des sols de très bonne qualité, mais on le voit ici avec l'exemple des monts d'Arrée, ce sont des exemples aujourd'hui où les densités de population sont très faibles. Peu de population, peu d'activité, donc par conséquent une grande fragilité au niveau économique et une désertification. Désertification, c'est-à-dire que ces espaces deviennent des déserts. Alors si on récapitule l'évolution de la répartition de la population, eh bien, on va pouvoir distinguer, grâce à cette carte des densités, quels sont les espaces qui sont très peuplés et ceux qui le sont moins. Quels sont les espaces que l'on peut qualifier de pleins et ceux que l'on peut qualifier de vides du territoire français. Alors, on a coutume de distinguer parmi les espaces très peuplés les littoraux ici, donc vous voyez le littoral de la Manche, le littoral atlantique ou le littoral méditerranéen, ce sont des espaces densément peuplés. Autre type d'espace densément peuplé, ce sont les vallées fluviales. Alors les vallées fluviales, on voit ici la vallée du Rhône, la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse, la vallée de la Loire, du moins de Nantes à Orléans, la vallée de la Seine, la vallée du Rhin. Voilà les grandes vallées fluviales françaises qui sont des espaces densément peuplés. Alors si on reprend la vallée du Rhin, en fait, on voit qu'on est ici en Alsace, dans une région frontalière. Les régions frontalières sont elles aussi densément peuplées. C'est un effet de l'ouverture des frontières de l'Union européenne, de l'intégration de la France à l'espace européen. On le voit également avec le nord de la France. Des régions très densément peuplées. Alors, on peut également remarquer que les grandes aires urbaines, les grandes métropoles, sont par définition des espaces très peuplés, mais que le pourtour de ces aires urbaines, donc avec justement le périurbain que nous évoquions précédemment, fait de ces espaces des espaces eux aussi densément peuplés. Le pourtour des grandes agglomérations fait partie des régions à forte densité. On peut également noter un espace ici qui est très peu peuplé, où les densités sont faibles. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui traverse le territoire français, grosso modo des Ardennes aux Pyrénées, et qui concerne beaucoup plus l'est du territoire. On voit cette diagonale du vide de manière un peu plus claire, avec cette image satellite qui met en valeur les espaces urbanisés, et donc du coup ceux qui ne le sont pas. Donc ici la diagonale du vide. Alors, nous avons ici une carte qui nous montre les migrations interdépartementales, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de voir quels sont les espaces attractifs et par conséquent les espaces répulsifs du territoire français. Sont attractifs les départements de l'ouest et du sud, et sont répulsifs les départements du nord et de l'est. Alors, attractif, répulsif, entendons-nous sur ces termes. Attractif, cela signifie que ce sont des départements, des régions donc, où la population vient s'installer, et répulsif, eh bien, ce sont des régions, des départements que la population quitte. Alors attention, ce ne sont pas des exodes massifs, ce sont des données statistiques, mais on constate qu'il y a des parties du territoire français qui gagnent des habitants chaque année, d'autres qui en perdent. Et là, cette carte de la variation
de la densité de la population nous permet de retrouver justement les espaces que nous avions pu identifier précédemment sur l'autre carte, à savoir l'ouest et le sud. Et puis on voit quels sont les espaces répulsifs, le nord et l'est du territoire français. Parmi les espaces attractifs, on voit ici de manière beaucoup plus claire que les grandes aires urbaines, les grandes métropoles sont des espaces attractifs, rien d'étonnant. Ce sont les espaces aujourd'hui productifs de richesse, ce sont des espaces très bien intégrés à la mondialisation de l'économie. Donc il n'est absolument pas surprenant de voir que ce sont les espaces les plus attractifs du territoire français aujourd'hui. Alors, nous nous intéressons maintenant à l'évolution démographique de la France, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser à la population et à la manière dont elle évolue. On voit que la part des personnes âgées ne cesse d'augmenter. La France est donc un pays vieillissant, comme tous les pays européens et occidentaux en général. Et pourtant, la France fait figure d'exception, dans la mesure où sa natalité se porte bien, comme vous le voyez ici. Par ailleurs, la France, comme tous les pays développés, a une espérance de vie très élevée. L'espérance de vie des femmes, en particulier, est l'une des plus élevées du monde avec le Japon. On peut également se poser la question de savoir pourquoi cette natalité se porte bien. Alors ce qui le montre également, c'est la fécondité. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, est élevé en France, il tourne autour de 2, ce qui est un chiffre important compte tenu des difficultés qu'ont nos voisins en ce domaine. Alors comment expliquer cette fécondité importante? Eh bien, on l'attribue souvent à la politique familiale généreuse, avec les allocations familiales notamment, mais aussi au développement d'infrastructures telles que les crèches, qui permettent aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Il n'y a pas incompatibilité entre ces deux domaines. C'est une des clés, pense-t-on, de la bonne fécondité de la population française. On termine notre chapitre avec l'étude des caractéristiques physiques du territoire français. Cela va nous permettre de comprendre les notions de contraintes et de ressources que nous verrons dans le cours, avec les exercices. Mais ici, première caractéristique du territoire français, le territoire français est à l'extrémité du continent européen, eurasiatique plus exactement, d'où sa double polarité vers l'océan et vers le continent. On retrouve ici, donc avec cette carte du relief français qu'il faudra connaître pour le brevet, la dualité du relief français. Dualité, c'est-à-dire qu'il y a 2 parties. On peut distinguer ici le long d'une ligne nord-est-sud-ouest. Eh bien, à l'est de cette ligne, la prédominance d'un relief, en tout cas des montagnes nombreuses. Ce n'est pas le seul relief, mais les montagnes sont nombreuses. Tandis qu'à l'ouest de cette ligne, eh bien, des plaines et des massifs anciens, plus importants. La carte des domaines bioclimatiques nous renvoie à nouveau à cette diversité qui caractérise le territoire français. Alors nous sommes ici dans la zone tempérée. Les climats que l'on identifie océanique, continental, méditerranéen ne sont que des variantes du climat tempéré. Quelques nuances tout de même à apporter. C'est vrai qu'on voit ici donc le climat continental, mais attention, ce qu'on appelle climat continental pour la France n'a rien à voir avec le vrai climat continental, celui de l'Est de l'Europe et en particulier de la Russie. Un dernier type de climat n'apparaît pas ici, c'est le climat des montagnes, ce qu'on appelle le climat montagnard. Enfin, dernière caractéristique concernant la France, c'est que la France n'est pas que la métropole. La France, ce sont aussi des territoires d'outre-mer. Alors, il s'agit à la fois des départements et régions d'outre-mer que vous voyez en bleu ici, et également des collectivités d'outre-mer que vous voyez en violet. Alors, ces départements, régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer assurent à la France une présence sur tous les océans du monde, ce qui contribue à en faire une puissance mondiale. Peu de pays ont, grâce à cet héritage colonial, ce qu'on appelle les confettis d'empire, peu de pays dans le monde, hormis les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour des raisons différentes, du moins pour les États-Unis, la Grande-Bretagne étant semblable à la France, peu de pays ont cette capacité à être présents partout dans le monde. C'est un signe de puissance,
et c'est ainsi que nous allons clore ce chapitre. Merci.